Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à une édition spéciale en 2 épisodes de l'Anta Podcast. Nous vivons un moment historique. Le mouvement social contre la réforme des retraites est le plus grand en France depuis des dizaines d'années. L'infrastructure est perturbée, les établissements publics et privés sont bloqués, le mécontentement est énorme. C'est un grand événement médial, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. En Allemagne, le reportage des manifestations et du mouvement est des fois éloigné de la réalité, simplifié, et il ne reflète pas l'importance de ce mouvement. C'est pour cela que mon collègue et ami Mathieu et moi avons décidé de vous partager ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la France et à l'intérieur de notre génération. On espère que vous comprenez mieux après pourquoi la légitimité de cette loi est à questionner et pourquoi ce n'est pas évident pour les Français d'augmenter l'âge de départ en retraite. Mathieu et moi sommes des étudiants de Sciences Po Paris sur le campus franco-allemand à Nancy. Ce podcast est complètement détaché de notre rôle en tant qu'étudiants de Sciences Po et nous voulons souligner que nous ne parlons pas pour un groupe social, mais que nous partageons seulement nos impressions et opinions subjectives. C'est parti. Pourquoi ça ne vous semble pas évident d'augmenter l'âge de retraite pour financer les retraites ? Le constat qui est posé par le gouvernement et qui est assez factuel, c'est qu'on va arriver à une période où il y aura trop de retraités pour trop peu de personnes qui travaillent. Même si le constat de déséquilibre est clair, en France, l'âge de départ à la retraite est le fruit d'une lutte sociale qui a été assez importante et c'est quelque chose de très important, cet âge de départ, et en tant que travailleur, en tant que syndiqué, juste en tant que personne travaillant, reculer cet âge de départ à la retraite est vraiment quelque chose de très grave et est perçu comme une atteinte très importante. Je pense que ça c'est vraiment une grande différence culturelle aussi parce que en Allemagne le travail n'est pas vu comme quelque chose de mauvais. L'identité des personnes, c'est un grand part de l'identité des gens, c'est le travail. Peut-être c'est aussi une des raisons pour laquelle les Allemands ne comprennent pas pourquoi il y a cet désaccord. Mais si vous manifestez contre la réforme, il faut quand même financer les retraites parce que c'est pas possible qu'il n'y ait plus de retraite. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de financer le déséquilibre et les retraites ? Eh bien, comme je le disais, le constat de déséquilibre et d'écart entre le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de retraités est factuel. Maintenant, cette réforme des retraites, c'est l'expression d'un choix politique et d'une vision sociale qui est celle d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, qui est une vision libérale, mais il existe d'autres solutions qui sont le fruit d'autres ambitions politiques. Par exemple, par exemple, on pourrait imaginer des impôts plus ciblés. On parle beaucoup en ce moment d'imposer les super profits. C'est quelque chose qui peut être envisageable, d'augmenter les impôts sur les bénéfices des grosses entreprises. Et on pourrait aussi imaginer des impôts plus ciblés sur les gros salaires. On pourrait imaginer des mécanismes d'imposition des actions en bourse. Un des points qu'elles avaient soulevé, notamment dans le contexte de la journée du 8 mars, était celle aussi de l'égalité homme-femme. Car aujourd'hui, si on était à une situation d'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan des salaires, les cotisations seraient plus supérieures, et même si on n'arriverait pas à compenser complètement cet équilibre, ce serait aussi un gain important. Alors c'est aussi à nuancer parce que il y a des mécanismes qui sont très compliqués, mais dans tous les cas, il y a d'autres choix politiques qui peuvent être faits que celui d'allonger la durée de travail. Après, c'est des choix qui sont marqués plus à gauche, qui peuvent aussi être critiqués, mais qui me semblent en tout cas moi plus justes. Mais s'il y a d'autres solutions et s'il y a un grand désaccord avec les mesures du gouvernement, pourquoi les autres moyens ne sont pas appliqués ? Pourquoi le gouvernement ne se dit pas
ok, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va réfléchir sur notre solution. Ben, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais comme je le disais, le programme d'Emmanuel Macron, c'est sa vision de la société, qui est une vision plus libérale, c'est-à-dire où chacun et chacune peut créer sa propre vie de manière libre, notamment économiquement. Or, la réalité de la société ne correspond pas à cette vision-là. Et je pense que cette réforme des retraites est aussi beaucoup décriée car c'est un peu la confrontation entre une certaine vision de la société et la réalité de la société qui est aujourd'hui très inégalitaire et qui ne peut pas correspondre à cette réforme-là dans le contexte social actuel. Donc tu dirais que Macron a perdu la relation, a perdu la conscience du peuple. Bah, il est beaucoup décrié et critiqué pour son arrogance, Emmanuel Macron. Et je pense que, alors je sais pas s'il est arrogant, mon point de vue c'est quand même un petit peu, mais je pense qu'en tout cas une distance maintenant qui est trop importante entre Emmanuel Macron, en tout cas sa fonction de président de la République, et la réalité du peuple, si on veut dire comme ça. Et est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'est la faute du système? Bah, un peu des deux. Parce que Emmanuel Macron s'inscrit aussi dans la continuité d'autres politiques de libéralisme économique. C'est pas lui qui a inventé ce concept-là. Et le système en lui-même, alors le système politique français, fait aussi en sorte d'accorder beaucoup de pouvoir au président de la République et qui devient un peu le leader et le meneur de la politique globale du pays. Et donc c'est aussi on pourrait remettre aussi en cause le système de ce point de vue-là, ou dans d'autres systèmes peut-être plus parlementaires, qui poussent plus au consensus et au débat. Il n'y aurait peut-être pas eu cette situation-là. Ouais, on va en revenir après. Mais pour revenir à la question des retraites, est-ce que ce sont vraiment les 2 ans de travail de plus qui font une différence dans la vie d'une personne? Ou est-ce que c'est une autre cause qui est principalement derrière les manifestations? Je ne sais pas s'il y a une cause qui est plus importante que d'autres, mais ces 2 ans-là, ils sont surtout critiqués parce qu'ils sont très inégalitaires, parce que 2 ans de plus dans certains travails, certains métiers, c'est pas forcément quelque chose de grave à première vue. Si on travaille dans un bureau, on peut envisager de travailler 2 ans de plus, mais pour beaucoup de métiers, on peut penser aux infirmiers, aux infirmières, aux éboueurs, à plein de métiers difficiles, aux ouvriers, etc., qui n'ont pas des conditions de travail faciles et pour qui ces 2 ans-là font réellement une différence. Donc ces 2 ans-là, ils mettent en lumière et ils mettent en valeur toutes les inégalités qu'on peut avoir dans notre pays par le prisme du travail. Et comment tu t'expliques qu'en Allemagne, par exemple, l'âge de retraite est à 68 ans? Je comprends ton point de vue complètement, qu'il y a du travail qui demande plus d'énergie, qui demande plus de sacrifice. Je suis absolument d'accord, mais quand même, il y a des systèmes où un âge de retraite plus élevé est déjà appliqué et quand même le système et la société fonctionnent. Il y a eu c'était un argument qui était beaucoup utilisé par les détracteurs de la réforme, de dire regardez en Europe, tout le monde travaille jusqu'à 66, 67, 68 ans, et nous en France on se plaint alors alors que 64 ce serait déjà en dessous vis-à-vis des autres pays. Mais je pense que je connais pas assez bien le système allemand pour savoir si c'est bien ou pas, etc. Je sais qu'en Suède par exemple, un des politiques qui a mené une réforme des retraites afin d'augmenter l'âge de départ jusqu'à 67 ans a conseillé au gouvernement français de ne pas appliquer sa réforme. Ça peut montrer un aspect qui est de dire ça ne peut pas forcément marcher dans tous les cas. Mais je pense aussi que cette comparaison n'est pas forcément nécessaire, dans le sens où si on peut trouver un autre système qui permet de ne pas avancer l'âge de départ à la retraite en France, pourquoi s'en priver? Pourquoi vouloir forcément se calquer sur nos voisins européens?
on a une tradition sociale en France qui est importante. C'est aussi notre pays, nos valeurs, et si on peut les défendre, tant mieux. Et c'est pour ça que les gens sont sur la rue. Du coup, est-ce que les manifestations, est-ce qu'ils sont une question culturelle? Parce que, par exemple, si on regarde en Allemagne, il y a des rassemblements de syndicats, mais ils ne sont jamais dans cette grandeur comme on voit dans cette, dans cette importance comme on le voit en France maintenant. Culturel, oui, peut-être. Je sais pas jusqu'à où on peut remonter, peut-être à la Révolution française. Mais oui, il y a une tradition de la manifestation et une tradition de la lutte sociale qui est importante. Plus récemment, en 1936, avec le Front populaire. Et je connais pas assez le système, la tradition de lutte sociale allemande pour pouvoir en parler. Mais en tout cas, en France, oui, je dirais que c'est assez culturel. Actuellement, on voit qu'il y a un désaccord avec la réforme de retraite de 2 tiers dans la population française. Et c'est pour ça que les gens sont sur la rue, mais il y a des moyens différents de manifester. D'un côté, il y a des grandes manifestations qui sont déclarées, par exemple, comme j'ai déjà évoqué jeudi dernier, avec plus qu'1 million de manifestants. Mais il y a aussi des manifestations illégales, par exemple, des gens qui se rassemblent et qui cherchent je dirais, contact physique avec la police. Et, du coup, il faut distinguer entre des manifestations légales et illégales. Est-ce que les manifestations illégales sont légitimes? Déjà, elles ne sont pas vraiment illégales. Ou la différence entre illégal et juste ne pas déclarer, mais chercher le contact et la confrontation avec la police? Moi, j'estime que on est dans une période de conflit social et de lutte hyper importante et assez historique, je pense. Et donc, ces manifestations spontanées qui ont eu lieu depuis la motion de censure, ou peut-être même avant, elles montrent juste que les gens ont envie de s'exprimer et d'appliquer la liberté de manifester au-delà des cadres et des règles. Pour ce qui est maintenant de la confrontation avec la police, je ne saurais pas trop quoi en dire. Je pense pas que le but de ces manifestations, le premier but de ces manifestations, soit de se confronter avec la police. C'est quoi le premier but? Je dirais que c'est le même que les manifestations déclarées, c'est-à-dire témoigner de son mécontentement et revendiquer l'arrêt de cette réforme. Et comment tu t'expliques que si les policiers, par exemple, bloquent la rue, que les manifestants cherchent ou se mettent directement devant eux, ils construisent des barrières, ils jettent des trucs envers la police? Comment tu t'expliques ça si c'est pas le but de chercher la confrontation avec la police? Je dirais que c'est... Déjà, je pense pas que ce soit le fruit de l'ensemble des manifestants, même dans les manifestations non déclarées. Oui, mais quand il y a une manifestation illégale, tu suis quand même les gens qui ont le but de faire ça et qui sont là avec ce but. Je n'ai pas d'explication vraiment précise, mais ce que moi je pourrais penser, je pense que c'est assez symbolique, parce que la police, c'est le bras armé de l'État. Donc quand tu t'opposes à l'État, c'est assez symbolique de s'opposer à la police. Après, et c'est aussi dans le contexte aussi des violences policières en France qui sont assez graves. Si on compare par exemple avec d'autres pays européens, on a une police qui est très qui montre une répression qui est disproportionnée et vraiment forte et violente. Et donc dans ce contexte-là, je pense que se confronter à la police, c'est aussi dire on n'a pas peur et on applique notre liberté de manifester, même si vous êtes là et même si vous nous réprimez. Mais donc tu supposes que dans ce cas, une violence physique est légitime et justifiée? De la part de qui? Des manifestants? De la part des manifestants. Non. Mais je pense pas que... je n'ai jamais vu, moi, alors ça a certainement eu lieu puisqu'il y a eu des policiers blessés, mais des manifestations que j'ai pu vivre,
je n'ai jamais vu de manifestants violents directement vers la police. Tout simplement déjà, tu peux lancer des canettes, tu peux mettre des barricades, mais ça va jamais blesser directement la police. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Lancer une canette, ils ont des boucliers, ils ont des casques, ils ont des gilets pare-balles énormes, ça va pas les blesser. Alors, là, certains mouvements, certaines choses peuvent peut-être blesser la police. Il y a des policiers blessés, donc c'est bien qu'il y a une raison. Ah oui. mais en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai jamais vu un manifestant tenter de frapper la police. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il y a un rapport de force qui est pas égal. Je veux dire, un manifestant, il est pas armé, il a pas de bouclier, il a pas de casque. Face à un policier, il peut rien faire. Qu'est-ce que tu penses? Comment les manifestations vont évoluer? Est-ce qu'ils vont diminuer? Est-ce qu'ils vont augmenter? Est-ce qu'ils vont... Je sais pas, rester stables? demain déjà, ça pourra donner un premier aperçu. Je pense que maintenant que la réforme est passée par le 49.3, on est un peu à un tournant de la mobilisation sociale. Et je peux pas prédire l'avenir, mais je pense qu'on peut envisager plusieurs pistes. Soit au vu du contexte et de ce qui se passe actuellement, la mobilisation va se radicaliser, devenir de plus en plus tendue, jusqu'au moment où le gouvernement va plier et renoncer à la réforme. Ou plus, on voit maintenant que les revendications dépassent la réforme des retraites et s'opposent aussi au système et à l'utilisation du 49.3 et donc à la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc soit les mobilisations vont être un tournant et changer un peu de revendications et s'accentuer sur d'autres points et continuer jusqu'au point où on arrivera à une bascule, et je sais pas laquelle ça peut être. Soit vont, et c'est un peu triste, mais juste s'arrêter, je sais pas, comme les gilets jaunes ont pu de moins en moins venir les samedis. Mais je suis un peu naïf, mais je pense quand même, j'ai peut-être aussi un peu l'espoir que la mobilisation ne va pas s'arrêter et va peut-être même grossir jusqu'à arriver à un changement. Juste pour expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un 49.3, c'est quoi un 49.3? Alors le 49.3, ça fait référence à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française, et c'est un mécanisme du gouvernement. C'est-à-dire qu'en France, comme dans d'autres systèmes politiques de démocratie libérale, il y a une assemblée nationale qui représente le peuple et qui vote les lois. Donc ça, normalement, c'est le cas général et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais sur certains textes de loi particuliers, le gouvernement peut décider de refuser de soumettre au vote un projet de loi à l'Assemblée nationale. Il peut décider de le faire passer en force, ce qu'on appelle le 49.3. Ça, c'est donc ce fameux article 49.3 qui prévoit ça. Mais par contre, en contrepartie, le gouvernement met sa responsabilité devant le Parlement, et il y a un système de motion de censure, ce qu'on appelle. Et si l'Assemblée nationale décide de dissoudre le gouvernement, elle en a la possibilité. C'est ce qui s'est passé en France, et le gouvernement n'a pas été dissous à 9 voix près. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a eu un peu, je trouve, des propos un peu sophistes et fallacieux du gouvernement, qui ont dit, même si on appelle 49.3, on a laissé la voix au Parlement avec la motion de censure, mais ce sont deux choses très différentes, et soumettre au vote un projet de loi précis et une motion de censure sont deux enjeux et deux sujets très différents. Et là où le projet de loi aurait pu être rejeté par l'Assemblée nationale, une motion de censure était beaucoup plus incertaine. Merci beaucoup Mathieu, et dans la deuxième partie de ce podcast, dans le deuxième épisode, on va parler sur les possibilités de changement du système et aussi sur d'autres moyens de manifester, par exemple le blocus des universités.